Alors, nous allons donner la parole tout de suite, bien sûr. Alors, Maître Joël Gauthier, vous êtes avocat au barreau de Paris. Et vous souhaitez, et nous souhaitons vous entendre, comme je dis, ça démarre un peu mal, hein, sur les blocages culturels et les blocages pratiques que vous avez rencontrés, que vous avez étudiés dans la médiation, mais en droit privé. Donc ça nous laisse une marge de manœuvre en droit public, en tout cas. Merci à vous, je vous laisse la parole. 15 minutes, on avait dit, hein, on va essayer de calibrer. Merci beaucoup. Merci, monsieur le conseiller. Bonjour à toutes et à tous. Mon éclairage dans ce colloque, il tient à, je dirais, deux aspects de ma personnalité. La première, c'est l'expérience et le regard que peut avoir un avocat aujourd'hui privatiste sur l'état de la médiation et de la conciliation. Et la deuxième, parce que je fais également une thèse en droit processuel sous la direction du professeur Loïc Cadier, je suis amené à intégrer dans mes réflexions les évolutions des modes alternatifs au sein du procès. Et c'est, je dirais, sous ces deux aspects que je m'intéresse au sujet. Donc c'est plutôt une réflexion, et ça ne se veut pas une plaidoirie spécialement pour la médiation en particulier, mais c'est une réflexion que je soumets, à mon avis, qui, si elle est menée, peut aboutir au développement de la médiation. Donc c'est finalement un message assez positif que j'ai, mais en partant d'un constat qui peut paraître brutal. Alors, pour ce qui est du droit privé, déjà, les modes alternatifs, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Effectivement, on a le décret de 1978 sur les conciliateurs de justice. Et pour parler précisément de la médiation, c'est la loi du 8 février 1995, applicable également aux juridictions administratives, qui, effectivement, a instauré dans notre droit la pratique de la médiation. Au jour d'aujourd'hui, et j'ai écrit sur le sujet aux petites affiches le 23 décembre dernier, sur le thème suivant, à l'heure de la loi sur la modernisation de la justice, sommes-nous face à une évolution profonde ou une arlésienne? Alors, l'arlésienne, c'est en hommage au personnage d'Alphonse Daudet, de ce personnage dont on parle beaucoup mais qu'on voit très peu. Et j'en arrive à une conclusion qui est assez contrastée. Et le premier temps de ma réflexion, ce sont l'identification des blocages. Et le deuxième temps, c'est finalement un message d'espoir qui est d'intégrer la médiation aujourd'hui dans la pratique et dans le processus juridictionnel. Je crois beaucoup plus à cette deuxième voie qu'à la voie qui contraint les parties aujourd'hui en l'état à se rapprocher d'un médiateur. Donc, au niveau des blocages, alors désolé, je serai un petit peu le chat noir de ce colloque, mais quand on fait une perspective de droit comparatiste, pour essayer de comprendre la situation, on voit qu'effectivement, les sociétés dans lesquelles les modes alternatifs fonctionnent bien sont des sociétés où règne une culture du compromis. C'est un élément tout à fait objectif. Je parle bien sûr des sociétés anglo-saxonnes, mais je parle aussi des sociétés nordiques. On a la figure de l'ombudsman dans les sociétés nordiques qui fonctionne très bien, aujourd'hui qui est un peu rénové, mais on a intégré à un niveau, je dirais, horizontal, une conception particulière des modes de régulation sociale. Or, en France, le constat, il faut encore le faire, même si c'est vrai, et je nuance qu'il y a des pratiques, notamment à la Cour d'appel de Paris, et également dans différentes juridictions, il y a des protocoles de procédure, il y a un certain nombre de petites évolutions qui sont en place. Le fait est que nous sommes dans une conception qui est verticale, et où, effectivement, on attend de l'État toujours plus, et à travers lui, le juge. Et la difficulté majeure aujourd'hui, c'est que tant qu'on ne s'attache pas à cette réflexion sur cette conception aussi verticale qu'on a une culture, là pour parler du droit administratif, administrative, ce qui signifie des process administratifs, des process, disons-le franchement, un peu dirigistes, qui impliquent effectivement une réflexion sur la place que l'on fait à la liberté des personnes de se rapprocher et à la conception qu'on a aujourd'hui du rôle de la liberté et du citoyen dans cette réflexion.
Ce que je veux dire, c'est que, et j'en parlais à un confrère qui faisait, lui, du contentieux de la fonction publique, pour rester dans l'objet strict du colloque, et qui lui aussi me disait, tant qu'on n'a pas réfléchi sur ces modes de réception du citoyen et de ses réclamations, il est un peu difficile, par exemple, d'aller au rectorat en disant on va faire une mesure de médiation. Si le rectorat a décidé une mesure, pour faire une mesure de médiation, c'est pas évident. Alors, en plus, il y a un nouveau phénomène qui est celui de l'économie collaborative. On est, en tant qu'avocat, confronté à ce qu'on va appeler très trivialement, et pour aller très vite, l'ubérisation du droit. C'est quand même une donnée qui est très simple, qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de start-up qui se créent en disant demander la justice.com, saisir la justice.com, avoir des requêtes facilement sans avocat. Et au jour d'aujourd'hui, ça implique aussi une réflexion par rapport à la médiation, parce que quand on a d'un côté une culture qui valorise la saisine du juge et que de l'autre côté, on a des start-up qui ont bien compris l'intérêt d'avoir une offre de justice simplifiée à l'extrême, effectivement, là-dedans, la médiation, dans l'économie collaborative, elle est aujourd'hui cantonnée à tout ce qui concerne les litiges de consommation, les médiations en ligne, les litiges avec les assurances liées au voyage, au transport, etc., etc. Donc, malheureusement, c'est vrai que le phénomène, la médiation nage un peu à contre-courant. C'est-à-dire qu'effectivement, elle a une situation qui est difficile. Et les conséquences pratiques, et j'en aurais terminé sur la première partie de mon intervention, les conséquences pratiques, c'est qu'aujourd'hui, l'avocat, et là c'est l'avocat qui parle, qui reçoit un client, on attend de lui qu'il soit, certains disaient le temps révolu de l'avocat gladiateur, on attend de lui qu'il réponde à cette exigence de justice, de saisir le juge, etc. Donc c'est pas évident. Aujourd'hui, l'avocat qui est face à la médiation, il s'interroge. Et effectivement, il a aussi la nécessité de développer son cabinet, il a des charges de structure, et il se dit finalement, c'est peut-être plus intéressant pour moi de partir sur une procédure, de vendre un peu du rêve, de vendre un peu une procédure, même si au fond de moi, je sais qu'il y a un aléa judiciaire qui est important, et qui, aujourd'hui, répond à une certaine demande sociale. Et de l'autre côté, on impose aux magistrats avec des obligations managériales, des obligations de production de jugements, notées en fonction des jugements, de la quantité de jugements qu'on rend. Et effectivement, là-dedans, les médiations, là aussi, font pas toujours sens. Mais, et la deuxième partie de mon intervention va peut-être un peu plus vous rassurer, je pense que la voie qui aujourd'hui est une voie d'avenir, parce que je crois que les mesures de médiation sont une voie d'avenir, c'est l'intégration à la fois à la pratique et au processus juridictionnel. Et ce sera mon deuxième temps. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a rien d'irrémédiable et je pense sincèrement que la médiation, et j'en ai vu certains effets positifs, quand on se saisit de cette médiation, on peut avoir des résultats assez étonnants. Pour la simple et bonne raison que, pour plusieurs raisons. Quand on est avocat, si on élargit un peu sa réflexion, on se dit aussi que partir finalement en procédure, en sachant pertinemment qu'il y a un aléa judiciaire qui n'est pas négligeable dans tous les cas, on va demander des honoraires à une personne qui effectivement pourrait être mécontent au bout du chemin, alors que dans un conflit où il y a des enjeux de personnes, des relations intuitu-personnées, on pourrait, en faisant intervenir un médiateur, arriver, à mon avis, à des résultats intéressants à partir du moment où les avocats ont conscience et ont la volonté d'intégrer cette médiation dans leur pratique. Et ça, c'est un élément qui est important au titre de notre devoir de conseil. C'est-à-dire que nous, notre devoir de conseil, c'est aussi de dire à quelqu'un, on peut perdre. Et on ne le dit pas forcément assez clairement. On le dit parfois à la fin d'une consultation, on le dit entre deux mots pour essayer de rassurer la personne, mais je pense qu'on gagnerait, y compris dans le développement de notre structure, à effectivement intégrer cette médiation, parce qu'on peut se dire à ce moment-là que finalement, il y aura moins de mécontentement au final du client, qui aura pu exprimer ses doléances, qui aurait pu voir, qui aurait pu faire un travail préalable. Peut-être que la médiation n'arrivera pas au bout, mais peut-être aussi que si on l'enracine dans la pratique, la médiation va aboutir à des résultats assez étonnants, puisqu'on va déblayer tout un tas de problèmes préliminaires. Et finalement, le juge sera cantonné au reste des problèmes qui sont encore en cours. Ça veut dire que, effectivement, quand on dépassionne les conflits complètement,
quand on arrive à mettre des mots sur des mots, pardonnez, des mots MAUX sur les mots, l'inverse, MOT et MAUX, effectivement, on a parfois des résultats qui sont très intéressants en pratique. Donc c'est pour ça que, plutôt que de l'obligation de médiation, moi ce auquel je crois, c'est l'intégration de la pratique et à l'intégration du processus juridictionnel. Comment ? La formation. Depuis 1995, cette loi a été votée. Je ne me souviens pas d'avoir fait un seul cours à l'université de mode alternatif, et pourtant j'y suis encore à l'université. Ça, c'est le premier point. Ensuite, deuxième point, dans notre formation, la formation de l'école des avocats, l'école des greffes, l'ENM, je ne sais pas si aujourd'hui on a vraiment intégré le processus de médiation avec ses ressorts psychologiques. À mon avis, là, il y a une intégration à la pratique à faire. Et puis, effectivement, intégrer au titre d'un indicateur de performance, ça me semble nécessaire, et c'est le rapport d'Elmas-Gouillon qui le proposait, la médiation dans le travail du juge. Moi, à mon sens, quand on réfléchit, plutôt que de légiférer sur l'obligation faite aux parties à des personnes qui ne connaissent pas forcément l'intérêt de la médiation, on a intérêt à intégrer la médiation dans la pratique et dans la formation. Et j'en terminerai, et je m'excuse si j'ai été trop long, sur... je suis dans les temps ou... Bon. Sur l'intégration au processus juridictionnel elle-même. Bon. Là, à l'heure actuelle, soit on a des processus incitatifs, à travers le décret du 11 mars 2015, on incite les parties à se rapprocher amiablement. La sanction est que le juge peut lui-même inviter à une discussion amiable, donc c'est un peu modeste. On a des processus qui sont intégrés à des instances, Conseil des prud'hommes, voilà, le tribunal d'instance, le tribunal de commerce, depuis un certain temps déjà, le juge aux affaires familiales, et on a le troisième dispositif de la loi de la justice du XXIe siècle qui est à peine d'obligation, dans un dispositif expérimental sur le contentieux familial où effectivement on impose, on imposera à titre obligatoire d'avoir recours à un médiateur avant toute demande liée à l'autorité parentale. Donc à voir ce que donnera le dispositif expérimental. Mais on gagnerait, à mon avis, à intégrer aujourd'hui la médiation, en plus que la pratique, au processus lui-même, c'est-à-dire créer des unités de médiation. Je pense que c'est une idée qui est intéressante, pour effectivement renvoyer à des unités en partenariat avec le juge, la possibilité effectivement de nommer tel médiateur dans telle affaire, avoir une visibilité beaucoup plus forte en fonction de la nature des affaires, et favoriser des passerelles, parce qu'effectivement aujourd'hui, si on instaure un médiateur au niveau préalable, peut-être serait-il intéressant de favoriser pour les parties la possibilité, un petit peu comme on fait dans les divorces, c'est-à-dire on autorise toujours à se rapprocher amiablement au cours d'une procédure contentieuse. L'idée serait la même, de pouvoir dire, même à l'audience de plaidoirie, voilà, à mon avis, il vaut mieux se retrouver devant un médiateur plutôt que d'avoir une décision qui, rendue effectivement 1 an et demi, voire 2 ans, voire même plus, après le litige, peut amener des solutions qui sont catastrophiques quand elles sont imposées. Donc au final, vous voyez que mon propos est finalement porteur d'un message d'espoir, je l'espère. Mais c'est vrai que quand on analyse froidement la médiation, qu'on réfléchit dessus, on doit aujourd'hui reconnaître qu'il y a des choses à améliorer. Et c'est le sens de mon intervention. Et j'en terminerai par citer le professeur Loïc Cadier, qui est mon directeur, en pensant qu'il est grand temps aujourd'hui de construire ensemble une médiation utile. Très bien, merci beaucoup Maître. Effectivement, vous avez plus insisté sur les moyens de déblocage que les blocages proprement dits qui existent, à la fois juridiques et culturels. Ce qui nous amènera peut-être aussi à poser la question, est-ce qu'un des moyens de déblocage, si j'ose dire, ne passe pas par des hypothèses où on impose la conciliation, c'est-à-dire des systèmes de conciliation obligatoire, ce qui d'ailleurs est dit comme ça un peu antinomique, parce que le principe même de la conciliation, c'est que les parties soient d'accord, je le disais tout à l'heure, pour y aller. L'exemple que j'ai, moi, de la conciliation en matière sportive, c'est un système de conciliation obligatoire.
si les parties n'ont pas concilié, ne sont pas passées par la case conciliation, la requête est irrecevable devant le juge. Le juge doit déclarer la requête irrecevable. Alors évidemment, c'est un peu raide, hein, mais je peux vous assurer que si on n'avait pas eu la conciliation obligatoire, ça n'aurait peut-être pas marché terrible, et qu'aujourd'hui, on est très content et que ça marche très bien d'avoir cette conciliation obligatoire. Mais c'est un sujet important.